drames humains qui sont en train de se répandre en cascade au Québec parmi les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire des gens qui sont en déficience intellectuelle, en déficience physique, en troubles du spectre de l'autisme, des jeunes, des vieux, des gens qui, depuis de longues années, sont hébergés dans ce qu'on appelle des ressources intermédiaires ou des ressources de type familial. Ce sont des maisons d'accueil qui sont gérées par souvent des anciennes ou des infirmières, des anciennes personnes qui travaillaient dans des hôpitaux, des gens qui ont décidé de consacrer leur vie au bien-être de nos Québécois qui ont besoin d'une attention constante. Pour des raisons absolument incompréhensibles, le gouvernement a décidé de serrer la vis et de retirer des sommes importantes à beaucoup de ces ressources intermédiaires qui se voient forcés de fermer leurs portes et donc de mettre en péril la qualité de vie de leurs usagers qui, pour la plupart, ont besoin de stabilité, ont besoin de prévisibilité et ont développé, parfois depuis 5, 10, 15 ans, un lien familial avec les gens qui les hébergent. Alors, le gouvernement fait la sourde oreille, donne des réponses vagues ou fausses lorsqu'on les interroge. Alors, on a pensé vous donner des témoignages concrets de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Des coupures importantes sont entrées en vigueur lundi dernier. On le savait depuis plus d'un an. On a avisé le gouvernement depuis le début de l'année que ça allait arriver avec des conséquences graves. Alors, je vais demander à certains de ces responsables de ressources de vous dire en quelques mots ce qui se passe avec eux. D'abord, M. Pascal Lévesque. Bonjour, Pascal Lévesque. Je suis responsable de 2 ressources intermédiaires en enfance pour le CRDI de Québec. Depuis le 15 février dernier, j'ai été coupé de 7 500 $. Ça représente 20 % de mon chiffre d'affaires annuel. Et qu'est-ce que vous allez faire avec votre ressource si ce n'est pas rétabli? Dans les prochains mois, s'il n'y a rien de rétabli, c'est sûr que je vais fermer mon milieu. Merci. Monsieur Tanguay. Bonjour, je m'appelle Paul-Émile Tanguay, je suis responsable de ressources intermédiaires. J'accueille 6 personnes avec un trouble envahissant du développement, accompagnées de déficiences intellectuelles. Je tiens à préciser que j'ai vécu des coupures dernièrement, et puis ces coupures-là sont de l'ordre de 4 700 $ par mois, ce qui m'empêche présentement de pouvoir donner les mêmes services que j'offrais avec mes rétributions régulières. Donc, c'est pour moi très problématique et je souhaite juste que ça puisse se rétablir. Merci. Sinon, bien, on ira vers une fermeture. Pour moi, c'est impossible aujourd'hui de pouvoir travailler 4,30 sous pour une pièce. Et puis, je pense qu'il n'y a personne qui pourrait le faire à moins cher que ce que je pouvais faire. Merci. Alors, on a plein d'autres témoignages qui nous viennent par courriel. Shawinigan Sud, j'ai une ARI pour 9 personnes âgées avec la maladie d'Alzheimer. Ce matin, lundi dernier, ma rétribution versée dans mon compte était de 4 000 $ de moins que d'habitude. On a mis des personnes à pied. On a une autre ARI dans l'Anaudière, paiement reçu, moins 7 842 $, donc 40 % de moins pour janvier et pour chaque mois. La fermeture est envisagée. Une autre de Saint-Eustache, j'ai une ressource intermédiaire hébergeant 5 personnes et un trouble du spectre de l'autisme. Ce matin, lundi, la coupure est de 1 600 $ pour le mois. Si rien ne change, je vais devoir fermer ma ressource. Un autre ici de Pierrefonds, ma coupure est de presque 3 900 $ par mois. Est-ce la fin? Comment expliquer ça aux 4 dames que j'héberge? Coupure de 2 300 $ ici à Montréal pour des cas lourds. Fermeture possible. Alors ça, c'est le cas cette mesure de maintien du revenu qui a été abolie, donc lundi dernier. Mais il y a aussi une autre façon que le gouvernement utilise pour réduire la rémunération, c'est de trouver magiquement que les usagers sont beaucoup moins sévèrement atteints qu'ils ne l'étaient dans le passé. Ça s'appelle la déclassification. Alors, chaque usager est classé par ordre de sévérité de sa condition, de 1 étant une condition moins grave, à 6, une condition très grave. On se rend compte que de plus en plus, des professionnels de la santé viennent déclassifier à la baisse un certain nombre d'usagers, et ce qui provoque une réduction du revenu parce que les responsables de ressources intermédiaires ne sont pas payés pour leur temps, mais ils sont payés en fonction de la sévérité et de la condition de leurs usagers. En soi, c'est un système qui est vicié parce que leur travail, c'est d'améliorer la condition des usagers, et s'ils l'améliorent,
ils sont payés moins cher. C'est quand même extraordinaire. Ça ne les empêche pas de bien travailler, mais c'est le seul emploi où mieux on travaille, moins on est rémunéré. Mais en plus, cet outil-là, il est perverti à des fins budgétaires. Je vais demander à Mme Trudel de nous décrire ce qui s'est passé dans sa ressource. Alors, bonjour. Mon nom, c'est Yolande Trudel. Je suis ressource de type familial en santé mentale de la région de Québec. Comme plusieurs de mes collègues de la région, nous avons été tous, pour la plupart, déclassifiés de façon importante, ce qui a généré une rétribution à la baisse et puis des pertes importantes de rétribution, je le répète. Et le plus important, c'est que normalement, nos usagers ont droit à des services. Et de ce fait, ils en subissent un préjudice extrêmement important, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les services auxquels ils sont en droit de s'attendre. Alors, ce que Mme Trudel ne veut pas vous dire, c'est qu'elle paie de sa poche. Elle ne se paie plus de salaire. La déclassification lui a coûté suffisamment pour qu'elle mette à la porte 2 employés. Et si ça continue comme ça pendant 1 an, elle devra fermer et ses usagers devront être envoyés ailleurs. Il y a les parents, évidemment, qui sont très proches de leurs enfants et qui sont en niveau d'anxiété qui est assez grand. Si les ressources ferment et si leurs enfants, leurs frères ou sœurs, dans certains cas, sont envoyés ailleurs. C'est le cas de M. Daniel Jean. Bonjour, Daniel Jean, père d'un fils autiste qui vit dans une résidence intermédiaire. Et on s'attend, c'est sûr, avec des fermetures potentielles, à des graves problèmes d'anxiété pour notre fils et aussi une régression fort probable de son état, puisque la stabilité, c'est important lorsqu'on est autiste. Alors, nous, on vient appuyer un peu ce... Pourquoi, M. Jean, oui, si votre enfant était à l'hôpital ou en CHSLD, il ne serait pas en aussi bonnes conditions que dans la ressource? En fait, ces gens-là ont besoin de stabilité dans l'environnement. Ils ont besoin d'être encadrés de façon, on peut dire, uniforme et bien claire, parce que les autistes ne sont pas des gens qui s'adaptent bien au changement. Donc, tout changement est un risque majeur de régression, et ce, sur plusieurs mois. Et d'ailleurs, les acquis qu'il a pu faire durant toutes ces années risquent fortement d'être perdus. Merci beaucoup. Merci. Madame Plamondon. Bonjour, Isabelle Plamondon. Je représente mon frère qui vit à la résidence Tanguay depuis 5 ans. Alors, il est arrivé à la résidence Tanguay après un séjour hospitalier de 7 mois et demi dans une aile psychiatrique où c'était pas sa place. On convient, tout le monde a convenu que c'était pas sa place. Alors, à un moment donné, le CRDI a enfin accepté de le prendre en charge et de trouver cette résidence-là. On a été chanceux, c'est des gens extraordinaires qui ont travaillé avec lui, qui l'ont amené à évoluer et à se stabiliser. Parce que quand il est arrivé là, il y a 5 ans, il était complètement désorganisé. Aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qui arrive si M. Tanguay, sa résidence ferme? Qu'est-ce qui arrive avec mon frère? Il retourne à l'aile psychiatrique? C'était pas sa place. Il s'en va dans un CHSLD? C'est pas sa place non plus. Il y a des besoins, j'espère. Puis la résidence Tanguay, son personnel a fait la preuve qu'il était capable de répondre à ses besoins. On va exiger que ce soit ça qui se passe et qu'on souhaite que cette résidence-là ne ferme pas. Merci. Alors, il y a 2 choses que la ministre Charlebois et que le gouvernement répond lorsqu'on leur fait état de toutes ces situations dramatiques. La première, c'est que c'est pas grave, il y a de la place et que ces gens-là, le frère de Mme Plamondon, l'enfant de M. Jean et les autres vont être relocalisés ailleurs dans le réseau des ressources intermédiaires. Je vais demander à la représentante d'Autisme Québec, Mme Lily Plourde, de vous parler un petit peu des listes d'attente. Mme Plourde. Tant en autisme qu'en déficience intellectuelle, les familles dont les dossiers ne sont pas prioritaires, certaines attendent depuis 6, 7, 8, on a même vu 10 ans d'attente. Donc, c'est très inquiétant pour les parents de penser et de savoir que certaines résidences vont fermer parce que ça risque d'allonger encore plus les listes d'attente. De plus, il y a 200 personnes en CHSLD qui ne sont pas à leur place en CHSLD. Donc, eux aussi cherchent un endroit où habiter, sans compter que certaines personnes sont envoyées sur le territoire de Charlevoix parce qu'il manque de place à Québec. Fait que tous ces éléments ensemble font que c'est très inquiétant pour les personnes et leurs familles de savoir où elles vont pouvoir créer leur milieu de vie. Merci, Mme Plourde. On a aussi des gens... Alors, la deuxième réponse, c'est on négocie.
Ça n'a pas d'allure qu'on mette ça sur la place publique parce qu'on négocie en ce moment. Bon, on a des gens ici qui sont à la table de négociation et qui vont vous dire ce qui s'y passe. Je vais demander d'abord à Denis Joly de vous dire qui vous représentez et ce qui se passe à la table. Alors moi, je représente la direction de la Fédération des ressources intermédiaires jeunesse du Québec. Essentiellement, on négocie pas. Depuis le mois de décembre, on s'est assis à la table la dernière fois et on ne peut jamais discuter du financier. Il est impossible d'avoir des vrais chiffres. Il est impossible d'avoir des mesures nous garantissant le minimum de revenus actuels, ou passés, devrais-je dire maintenant, puisque le 15 février est passé. Impossible d'avoir des maintiens de revenus. On parle que de coupures, que de coupures, que de coupures. C'est complètement inacceptable. On ne peut pas négocier. Il n'y a pas de négociation. Merci. J'ai aussi M. Luc Vallerand qui va vous parler un petit peu de la négo, mais aussi il a fait un sondage auprès de ses membres pour voir combien sont à risque de fermeture. M. Vallerand. Alors, Luc Vallerand, directeur des communications à l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec. Alors, nous, on a près de 40 ressources en déficience intellectuelle qui ont subi des coupures de 1 000 $ et plus par mois. Le taux d'occupation actuellement de nombre de places en hébergement en déficience intellectuelle est 99 %. Alors, nous, on est très inquiets de la situation actuelle. À la table de négociation, il n'y a aucune proposition concrète pour éviter des fermetures. Et moi, j'en appelle à la sensibilité des ministres de la Santé à regarder cette situation-là et à trouver des solutions pour éviter des fermetures. Merci. Donc, vous dites que vous avez vu une vingtaine de fermetures l'an dernier et que vous avez une dizaine de fermetures possibles? Alors, actuellement, il y a 10 ressources qui ont annoncé leur fermeture, puis il y a des ressources qui, dans le prochain mois, vont examiner leur situation. Très bien. Monsieur Pierre Hébert, qu'est-ce qui se passe chez vous? Pierre Hébert, président du regroupement des ressources résidentielles de la Mauricie du Centre du Québec. Alors, nous, c'est environ une vingtaine de ressources qui ont fermé l'année passée et c'est environ une dizaine qui nous signifient déjà leur fermeture et cessation de leur activité pour les raisons des coupures. Maintenant, notre réseau est comblé à 99 %. Si on relocalise ces gens-là, ça va être catastrophique parce qu'on va alourdir le système au niveau des CHSLD ou aussi au niveau du milieu incarcéral parce que c'est une clientèle qui s'alourdit de plus en plus et elle devient de plus en plus hypothétique au niveau des troubles de comportement. Alors, merci. Bon, alors vous avez un portrait assez complet, là. Des fermetures, c'est réel. C'est aujourd'hui, c'est hier, c'est demain. Nous, on en avait compté une vingtaine depuis le 1er janvier. Là, si on additionne tout ce qui est ici, on en a certainement une cinquantaine l'an dernier, cette année, des dizaines qui s'en viennent. Et les gens qui viennent vous dire qu'ils vont peut-être fermer, c'est pas de gaieté de cœur. Ils sont très proches de leurs usagers. Ils considèrent que c'est leur vie. Ils y ont mis à la fois leur cœur, leur poche. On a eu des témoignages de gens qui ont vendu le chalet, la voiture pour continuer à s'occuper de ces gens-là. Les familles sont aux abois. Qu'est-ce qui va se passer? On veut que nos enfants, nos frères et sœurs restent dans un endroit qui les a accueillis, qui leur a permis de devenir plus épanouis. Alors nous, on en appelle au premier ministre, d'abord de rencontrer ces gens-là après la période de questions, de les écouter. Il a dit que, bon, il y avait eu des eaux difficiles l'an dernier à cause de la rigueur, puis que maintenant, on pouvait avoir plus de compassion. Bien là, c'est le moment de le démontrer. La première chose à faire immédiatement, c'est de revenir sur les coupures de lundi dernier et de rétablir la mesure de maintien pour éviter les fermetures. Ça, c'est l'urgence absolue. Il faut éviter les fermetures en rétablissant les sommes de lundi dernier. Et il faut revoir la façon de financer ces ressources-là. L'outil est mauvais en soi. La façon dont il est utilisé est contre-productif. Et comme vous venez de l'entendre, les taux d'occupation sont extrêmement élevés, ce qui signifie que les usagers vont être envoyés en CHSLD où ça coûte beaucoup plus cher ou encore pire dans des ailes psychiatriques, dans des hôpitaux où ça coûte encore plus cher. Donc, on demande au gouvernement de se ressaisir, de montrer de la compassion, de faire en sorte que ces personnes, parmi les plus vulnérables, puissent compter sur leur État. Merci beaucoup. Bravo. Vous avez...